Le top 14 a pris l'habitude de voir Montpellier et Castres s'affronter en phase finale. Un duel que mènent les Tarnais, 2 victoires à 1, mais pour la première fois, ses meilleurs ennemis se retrouvent en demi-finale. Castres sort d'un exploit en barrage contre Clermont. Montpellier a lui pu bénéficier d'une semaine de plus pour préparer ce choc. Montpellier, dont le leader Ouedraogo, incertain, est finalement présent sur le banc. La rencontre se lance dès le coup d'envoi avec ce plaquage en l'air de Rangers sur Cabane. Le All Black exclut 10 minutes. En supériorité, Castres trouve des espaces et Thalès envoie une diagonale pour Caballero, le troisième ligne qui commet en avant. Mais Castres bénéficie suite à cette action d'une pénalité. Rory Cocotte ne tarde pas à se mettre en jambe. 3-0 pour le CO. L'indiscipline présente dans les deux camps. Sur un jeu au pied de pression, Nagusa est lui aussi percuté en l'air par Grosso, à son tour exclu temporairement. Montpellier revient alors grâce à Trinduc qui tente et réussit le drop, son 9e de la saison. Castres réagit derrière un bel effort de son pack. Classen voit que Gorgodze ne surveille pas le ras de la mêlée. Le troisième ligne international ramasse et inscrit en force le premier essai du match. Castres compte alors 10 points d'avance, mais Montpellier revient ensuite grâce à ses perces murailles venues de l'hémisphère sud. Des solutions croisées avec Winand Olivier qui fait l'effort de passer les bras. C'est bien fait avec René Ranger. René Ranger, il va y aller tout seul. René Ranger, le voilà. Le game breaker, le finisseur. La réponse par le jeu de Montpellier. Jusque-là un peu timoré, les joueurs de Fabien Galtier reviennent dans le match grâce à Ranger qui inscrit cet essai au nez et à la barbe de Dulin et Grosso. Montpellier tout proche de concéder un essai sur la sirène. Castres négocie bien une situation de surnombre. Dulin décale pour Evans, mais l'ailier écossais est repris par le très bon plaquage de Bérard. L'essai logiquement refusé, on en reste à 13-10 à la pause. Castres démarre le deuxième acte comme le premier par une pénalité de Cocotte pour mener de 6 points. Mais le CO va alors baisser le pied physiquement et commettre des fautes. Autant d'occasions données à Trinduc de s'illustrer. L'ouvreur montpelliérain passe 2 pénalités et égalise. À l'heure de jeu, il donne même pour la première fois du match l'avantage à Montpellier. Mais peu après Cocotte égalise, ce match tarde à donner son verdict. On est dos à dos au terme du temps réglementaire. La sirène a retenti. Castres a une balle de match et tente de mettre en bonne position son ouvreur, Rémi Thalès. Il y a tellement de choses à penser, à surveiller. Rémi Thalès, la gagne au bout du pied. Le drop tendu, c'est manqué. On en reste donc à 19 partout au terme du temps réglementaire. Place à la prolongation. Il y a du chaos dans l'air. Sur ce très bon service de Classen, la Meura franchit le premier rideau de Montpellier. Le 3/4 centre s'arrache sur plus de 50 mètres. On pense qu'il file à l'essai, mais Nagusa revient de nulle part pour reprendre le joueur du CO. Dans un geste désespéré, la Meura détend le bras. L'essai est refusé pour un en avant du jeune centre au moment où il veut aplatir. On arrive à la fin de la première période des prolongations et comme sur chaque dernière action, Castres se procure une occasion. Et Cocotte qui écarte avec le drop de Seremayaba dans le ciel de Lille, oui. Le CO reprend 3 points d'avance. Il faut à Montpellier inscrire un essai pour éviter les tirs au but. Les partenaires de Nicolas Mas qui obtiennent une mêlée à 5 mètres de la ligne castraise, mais la solidarité parle du côté du CO. Le pack fait l'effort et récupère le ballon. Montpellier a laissé passer sa chance et c'est sur un en avant de Ouedraogo que se clôt cette rencontre incroyable. Succès 22-19 de Castres, toujours en lice pour conserver son titre. Les Castrés qui retrouveront Toulon pour le remake de la précédente finale. Rémi, encore une fois, on parlait d'exploits la semaine dernière à Clermont, on parle d'exploits aujourd'hui encore. Ça ressemble plus à des exploits à force. Je crois qu'à force, on va plus pouvoir se réfugier là derrière. En plus, je pense qu'on loupe quand même 3 belles occasions d'essai. Moi, un drop sur la fin, je pense qu'aujourd'hui, on a fait le match qu'il fallait pour le remporter, mais c'était vraiment très dur. Après, il n'y avait pas énormément de rythme, mais il y avait beaucoup d'engagement. C'était un match, il ne fallait pas faire de faute. Et voilà, on en ressort vainqueur, on va encore en finale. Et ça va être le remake de la saison dernière. Et voilà, c'est fabuleux. Je remercie aussi notre public, il faut penser à eux. Ils ont fait 28 heures de bus aller-retour pour venir nous soutenir. Et voilà, on les remercie vraiment. Merci Rémi, félicitations. On voit que Castres est bien accrocheur, ça produit pas beaucoup de jeux, mais bon, c'est efficace. Ils nous ont mis à mal, ils sont restés accrocheurs, ils ont gardé l'avantage au score pratiquement toute la partie et ça nous... On fait quelques petites erreurs et ça nous plonge un peu dans le match. En première mi-temps, on est à 3 points, on se dit que rien n'est fait, qu'on peut passer devant, dès qu'on accélère, on marque. Mais bon, voilà, on voit qu'aujourd'hui... c'est eux qui gagnent. Merci Pierre. Merci. C'était le gros match de la journée, là aussi, le derby des Midi-Pyrénées. Castres face à Toulouse, un match crucial que vous avez commenté avec Philippe Fleiss, justement. Match crucial, on le disait, pour la lutte pour les phases finales.
Oui, exactement Isabelle, un match crucial puisque les Toulousains ne sont pas pour l'instant parmi les 6 qualifiés en vue des phases finales et que les Castrés ont une position fragile puisque lors des 6 prochaines rencontres, eh bien, ils se déplaceront à 4 reprises pour 2 réceptions seulement. C'est dire l'impact et l'importance de ce match avec pour les Toulousains bien sûr beaucoup d'absents, mais la présence de Yosefa Tekori, l'ancien Castré, il a passé 6 ans sous les couleurs castraises, il est pour la première fois de retour et puis donc des petits nouveaux en l'absence de nombreux joueurs. Thomas Ramos qui fait ses grands débuts à l'arrière et puis en face du côté castré, Rory Cocotte bien sûr omniprésent, le Sud-Africain. Le match est devenu complètement fou très vite dans cette rencontre, 3 partout après un quart d'heure de jeu et puis cette étincelle signée Clément Poitrenaud sur le bord de la touche qui offre un ballon d'essai à Yosefa Tekori pour le premier essai du Stade Toulousain, les Toulousains qui frappent les premiers. Oui, un enchaînement magnifique, parti de leurs 22 mètres et vraiment une symphonie, vraiment dans la gestuelle, dans les passes et notamment Clément Poitrenaud qui a touché 3 fois le ballon sur l'action. 10-3 en faveur de Toulouse après un quart d'heure de jeu et les Toulousains qui continuent de multiplier les temps de jeu, d'avoir quelques ballons même si la domination est tout de même castraise, mais les Toulousains font preuve d'un réalisme froid et à l'image de cette action initiée par Lionel Boxis qui crée ici un point de fixation. Le ballon va sortir dans le fermé pour Vermac, encore une fois décisif. C'est Clément Poitrenaud pour le premier essai de sa jeune carrière, il a 18 ans. Thomas Ramos qui marque le 2e essai toulousain. Ouais, natif formé à Mazamet, le club d'à côté de Castres, donc certainement une première dont on se souviendra, Thomas Ramos. 17-3 en faveur du Stade Toulousain qui mène nettement dans ce début de match. La réaction des Castrés un petit peu timorée à l'image de cette action et ce ballon échappé au moment de le recueillir par Daniel Kirkpatrick. Les Castrés un petit peu en difficulté et qui laissent les Toulousains prendre confiance dans ce match à l'image de Ferreira qui déboule là sur cette action et qui crée un point de fixation encore une fois dans les 22 mètres des Castrés. La longue passe de Vermac pour l'essai de Vincent Clerc. C'est le 3e essai à la demi-heure de jeu contre toute attente, bonus offensif pour les Toulousains. Toulousain flamboyant sur les quelques munitions, vraiment on le voit, 3 essais de toute beauté et Castres qui remet petit à petit la main sur le match, notamment grâce à sa conquête et une mêlée dévastatrice. Et la mêlée toulousaine qui avait déjà été en difficulté la semaine passée à Biarritz et qui subit, vous voyez monsieur Lafont qui a le bras tendu, le ballon qui sort pour Cabane qui essaye de transmettre le ballon, qui l'envoie un petit peu n'importe où, mais c'est Garvey qui le récupère, cette action qui ne donnera rien, mais monsieur Lafont sanctionne Ferreira d'un carton jaune. Les Toulousains se retrouvent en infériorité numérique et forcément on va appuyer là où ça fait mal. Oui, c'est souvent la double sanction dans ces cas-là, donc une mêlée qui souffre, un carton jaune, donc une mêlée qui souffre encore plus et pour finalement cet essai de pénalité sifflé par monsieur Lafont, troisième pénalité consécutive suite à cette série de mêlées et cette pénalisation logique, on va dire, qui récompense la domination des Tarnais dans ce secteur de jeu. Mais à la pause, ce sont pourtant les Toulousains qui mènent de 12 points, 22-10 sous les yeux de Thierry Dussautoir, venu accompagner son équipe, qui retrouvait Rémi Thalès, fraîchement débarqué de Cardiff. Vous voyez qu'on ne s'ennuie pas dans cette première mi-temps et dans ce match qui devient fou avec en début de deuxième mi-temps beaucoup d'intention de la part des Castrés qui veulent revenir au score et de l'indiscipline sévère là sur le coup, puisque Saint-Sulpice Johnston est sanctionné d'un carton jaune alors que visiblement c'est pas vraiment flagrant qu'il y ait eu un en avant volontaire. Pas certain qu'il ait touché le ballon déjà, donc c'est vrai que c'est peut-être, en tout cas c'est ce qu'a considéré Guy Novès le tournant du match, à savoir un énième carton jaune dans une période où Toulouse était particulièrement dominé, et encore un second avec Timothy Natanavou dans la foulée et voilà, effectivement, et encore une fois l'épreuve de force des Castrés face à 13 Toulousains seulement, et de manière inéluctable la deuxième décision de pénaliser par un essai l'équipe du CO. On est à l'heure de jeu, les Castrés reviennent à 5 points, 22-17 en faveur de Toulouse avec donc ce deuxième essai de pénalité. Les Castrés qui s'en remettent alors à l'étincelle de Rory Cocotte qui surprend la défense toulousaine pour aller planter le 3e essai de Castres à un quart d'heure de la fin. Il permet aux Castrés de reprendre le score 24-22. L'action de Rory Cocotte décisif. Oui, qui nous rappelle évidemment son essai marqué en finale du top 14 l'an passé face à Toulon. Le coup d'œil et puis le coup de rein d'Henri Cocotte qui pour la première fois envoie Castres passer devant au score. Les Toulousains ont énormément donné en défense, ils ont subi et ils se craquellent en fin de match avec cet essai, le 4e des Castrés, l'essai qui va offrir probablement la victoire aux Tarnais, l'essai de Marcel Garvey à 6 minutes de la fin. Mais voilà,
Mais voilà Toulouse, alors que les Castrés à leur tour se mettent à la faute avec 2 cartons jaunes pour Garvey et Kirkpatrick, les Toulousains parviennent à revenir au bout de ce match avec l'essai signé Vincent Clerc. Ouais, scénario incroyable, hein. Toulouse qui se retrouve à 15 contre 13, scénario inversé, et l'exploit toulousain quelque part, hein, qui a eu le courage et l'orgueil d'aller chercher, et le talent d'aller chercher cet essai peut-être pour l'égalisation. Mais non, cette transformation de Sébastien Bézy est repoussée par le montant, par les poteaux, et donc on en reste là sur cette victoire à l'arraché des Castrés 29-27, mais le point de bonus défensif obtenu par les Toulousains. Le sourire après beaucoup de tension de la part des Castrés, mais l'essentiel est préservé pour les champions de France en titre. On fait une très grosse entame de deuxième mi-temps, notamment devant, où c'est sûr qu'on bénéficie d'une supériorité numérique, mais les gros ont été franchement extraordinaires. On les a remerciés dans le vestiaire, ils nous ont fait avancer en mêlée, en conquête, et voilà, force à force, on a réussi à marquer ces essais qui nous permettent de passer devant. Donc un gros ouf de soulagement après une grosse frayeur. Ouais, du soulagement du côté de Castres, Marc, parce qu'on a retrouvé le grand Toulouse qui aurait pu espérer mieux peut-être sur ce match. Ouais, un sentiment mitigé à la fin du match, hein. On a vu les témoignages des joueurs, de Clément Poitrenaud, de Guy Novès, à la fois l'orgueil et la fierté, hein, d'avoir fait douter le champion de France sur ses terres, dans un contexte compliqué pour le Stade Toulousain. Cette qualité rugbystique aussi retrouvée, j'ai envie de dire, après 4 essais superbes marqués, et puis malgré tout la frustration d'avoir échoué si près du but, de partir malgré tout avec un point de bonus qui peut compter, et ce qui va surtout compter, encore une fois, c'est cet état d'esprit conquérant, cette solidité, ce courage et ce talent aussi manifesté par Toulouse. On l'a vu ce soir avec Vincent Clerc qui a inscrit un doublé pour son retour à la compétition. On sait qu'il est revenu il y a quelques temps après sa longue blessure au genou. Il s'est dit soulagé bien sûr, et puis satisfait du point de bonus défensif recueilli par son équipe ici à Castres. Ça fait du bien, ça faisait un moment que... depuis la blessure, c'est mon 5e match, donc les sensations commencent à revenir, donc c'est agréable de marquer des essais, surtout que voilà, on sent qu'on arrive à mettre du jeu, donc c'est agréable de pouvoir se proposer dans la ligne, de toucher les ballons, et puis voilà, ouais, c'est agréable de marquer aussi, donc c'est dommage que ça débouche pas sur un match nul, mais ça fait du bien à la tête. Grenoble, avec Grenoble qui fait la une ces dernières semaines. On en a beaucoup parlé de ces surprenants Grenoblois promus la saison dernière et candidats déclarés déjà cette saison aux phases finales. Alors ce qu'on dit moins, Bertrand Guillemin, c'est que Brive, en cas de victoire, Brive le promu de l'été, Brive pourrait rejoindre au classement Grenoble et même Toulouse avant son match face à Perpignan. Oui, c'est un championnat complètement fou. D'un week-end à l'autre, en 4 points seulement, on peut passer de la zone rouge, la zone de la relégation, à la zone des phases finales, celle des barragistes. Mais les brévistes sont 10e, c'est vrai, et ils regardent droit devant les brévistes de Jean-Baptiste Péjoine avant de recevoir cette équipe de Grenoble qui, c'est vrai, en a fait tomber Plutin, notamment à l'extérieur. Mais voilà, les Grenoblois sont fatigués depuis quelques matchs et leur exploit et leur victoire arrachée in extremis à la dernière minute face à l'équipe de Clermont. Et ils sont pris à la gorge dès les premières minutes par l'équipe de Brive avec cette remise inter de Maffi pour Germain. Germain, après seulement 3 minutes, va libérer Guillaume Nami. Guillaume Nami qui va marquer le premier essai dans cette rencontre. Il est repris par une cuillère de Ratini. Il est ensuite pris dans l'étau de la défense grenobloise. Arbitrage vidéo. Et sur cette image, on voit clairement que Guillaume Nami ne pourra jamais aplatir dans l'embut. C'est un répit, c'est un peu d'oxygène donné à l'équipe de Grenoble qui pourtant souffre dans le secteur de la mêlée fermée. Mêlé à 5 mètres de la ligne, une nouvelle faute des Grenoblois dans ce secteur de la conquête. Ils sont sanctionnés et logiquement après 6 minutes de jeu, c'est Gaëtan Germain qui ouvre le score. 3-0, il a fait mouche, le meilleur réalisateur de notre championnat. La mêlée, c'est le point noir de cette première période. Beaucoup de fautes de part et d'autre et mis à part l'action de Nami, on a vu une succession de coups de sifflet. Du coup, M. Gahuzer va immédiatement sanctionner 2 piliers, un carton jaune de chaque côté. Les 2 équipes sont donc à 14. On ne verra pas grand-chose d'autre dans ce premier acte, tant et si bien que Grenoble reste au contact. Grenoble est dominé, mais Grenoble à la mi-temps est à égalité avec cette équipe de Brive. 6 partout, pas grand chose à se mettre sous la dent. On en attend plus. Le rugby est une fête, mais le rugby est aussi un combat, une farouche bataille qui va reprendre dès l'entame de la deuxième période. Les Grenoblois sont privés de munitions. Ils vont tenter d'occuper la moitié de terrain du camp briviste et c'est à cet instant-là que Maffi va prendre les choses en main. L'Australien, petit par-dessus, va récupérer le ballon, va se sortir de 2 plaquages. Maffi va redresser sa course, va rentrer dans l'aire de jeu. Chistera passe après contact, tout y est pour libérer
dirait Swanepoel. C'est le 4e essai cette saison de Swanepoel, mais c'est surtout le premier dans cette rencontre en faveur de Brive qui va maintenant mener 11-6. Les Brivistes sont récompensés, les Brivistes sont sur une bonne dynamique et les Brivistes vont continuer à insister, continuer à provoquer cette équipe de Grenoble qui s'est déjà imposée 3 fois à l'extérieur cette saison. Oui, mais voilà, l'équipe de Grenoble commet trop de fautes. En avant volontaire de Kim Lin, les Grenoblois sont réduits à 14 et ils sont même menés 14-6 après 56 minutes de jeu. Ils sont donc en infériorité numérique. C'est le moment choisi par les Brévistes pour envoyer encore du jeu. Wakani Borotou va redresser sa courte, il va jouer un 2 contre 1. Non, il est gourmand Wakani Borotou, mais finalement dans les 22 mètres, il va trouver le soutien d'Arnaud Mella, son capitaine, le papa de cette équipe bréviste qui, comme un symbole, conclut un 2e essai. Brive se détache 21-6 grâce à la transformation de Gaëtan Germain. Les Grenoblois sont en train de sortir de la partie et les Brévistes, eux, rêvent maintenant d'une victoire bonifiée 2-0. Fabrice Landreau le sait, ils n'y sont pas, ils n'y sont plus. Ils sont fatigués, les organismes sont peut-être amoindris du côté de Grenoble. Ils ont besoin de ces 2 semaines de congé, ils ont besoin de vacances pour retrouver un nouveau souffle. Un nouveau souffle en attaque. Les Brévistes, eux, ils l'ont trouvé. Mignardi a libéré Larangera. Larangera va ensuite servir sur un plateau d'Arros pour le 3e essai dans cette rencontre. 31-6, 3 essais à 2 minutes de la fin. C'est une victoire bonifiée qui se dessine pour les Brévistes qui n'ont perdu qu'une seule rencontre à domicile cette saison. C'était face à Biarritz. À l'époque, il ne se tordait pas de rire, Didier Casadei. Et pourtant, il va encore souffrir dans les toutes dernières minutes. On joue la toute dernière action et sur ce baroud d'honneur, les Grenoblois font peur aux Brévistes. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent les priver d'un bonus offensif, d'une victoire à 5 points. Ils vont insister devant les Grenoblois. Mais voilà, tout s'arrête sur cette action. C'est la dernière action du match, le coup de sifflet libérateur, 31-6, victoire bonifiée pour les Brévistes qui n'ont pas encaissé d'essai depuis maintenant 4 matchs. Mais surtout, comme on vous l'a dit, ils sont passés du statut d'un club qui regarde vers le maintien et la relégation à un club qui regarde maintenant vers les phases finales. Julien Caminati, Grenoblois, blessé, ancien Bréviste, est venu les saluer. Effectivement, ils ne sont toujours d'ailleurs pas redescendus sur terre, les joueurs d'Oyonnax qui sont derrière nous dans le vestiaire. Il y a encore des sourires. Le vestiaire, il a sablé longtemps le champagne. On va revenir aussi sur ces grandes images de joueurs en toute fin de rencontre. Au moment où on écoutait, on suivait à distance la fin de match de Perpignan. Eh bien, c'était du soulagement pour Oyonnax, pour Christophe Urios. Du soulagement parce que cette partie, elle a été vraiment compliquée. C'est un groupe qui est allé chercher ce point de bonus défensif des joueurs d'Oyonnax qui n'en croient quasiment pas leurs yeux. Ils étaient au fond du trou pendant une bonne heure et ils sont remontés forcément. Eh bien, ils ont lâché, car en première période, on ne voit quasiment que des Brivistes à l'initiative autour de Sissa Koyama-Ibolé qui passe les bras. Il y a Malei pour Gaëtan Germain, un 3 contre 1 qui est vendangé par l'arrière briviste, ce qui fera dire à Christophe Urios, eh bien, à la pause, à nos journalistes en bord de terrain, eh bien, qu'ils sont passés près de la catastrophe. C'est un miracle de ne pas avoir encaissé autant d'essais. Regardez les Brivistes qui eh bien, se passent la balle dans les 22 mètres autour de Le Devedec, autour de Arnaud Mella. C'est une première période à quasiment sens unique avec le carton jaune contre Damien Brown, premier tournant dans cette partie, et Oyonnax qui va souffrir pendant 10 minutes à 14 contre 15, et Gaëtan Germain qui va trouver le chemin des perches. En première période un petit peu en difficulté, 2 pénalités pour l'arrière de Brive et des Brivistes qui concrétise, et Christophe Furios qui se fait du souci, qui sait à distance bien, que Perpignan réalise un grand match, et Brive qui tient la balle et qui joue son rôle d'arbitre avec Guillaume Namy qui dépose son vis-à-vis et qui est repris de justesse par Régis Lespinasse. Occasion encore gâchée par les Brivistes à ce moment-là, mais c'est un match à sens unique en première période. On voit du beau jeu à l'image de ce qu'on a vu cette saison à Brive. Les Brivistes qui n'auront concrétisé donc que 2 pénalités, et Christophe Furios souffre forcément de dépit. Ils sont passés près de la correctionnelle. Ils reviennent sur la sirène avec cette pénalité d'Ourda Pieta. Oyonnax n'est mené que 6-3 en début à la fin de cette première période, et Joel Abd eh bien, encourage son buteur, car la deuxième période eh bien, s'annonce sur un autre signe, mais les Brivistes sont les meilleurs dans ce début de deuxième période. Ils mettent la main sur le ballon, ils envoient du jeu un peu partout. Il y a Guillaume Boussès qui tente une interception en vain, sans solution, avec Tebani qui sort pour carton jaune. Oyonnax qui se retrouve à 14 très rapidement après 10 petites minutes. Il y a la sortie, l'ovation pour Julien Le Devedec.
Et puis il y a surtout ce plaquage haut de Lassalle, Thibaut Lassalle et Oyonnax qui se retrouvent après 55 minutes de jeu à 13 contre 15. À ce moment-là, eh bien, Brive accélère et Brive va enfin trouver la faille de la défense d'Oyonnax avec cet essai en force du petit Jean-Baptiste Péjoine, joueur expérimenté, âme de l'équipe briviste. Et après arbitrage vidéo, cet essai va être validé car Jean-Baptiste Péjoine passe bien la ligne, aplatit bien et il n'y a pas de genou ni de main en dessous du ballon. Et à ce moment-là, avec la transformation, Oyonnax est mené 19-3 et il reste 20 minutes. 16 points de retard et Christophe Furios donne de la voix. Et Oyonnax a sa fierté. Oyonnax qui a fait tomber Clermont, qui a fait tomber Toulon à domicile, mais qui n'a jamais vraiment brillé à l'extérieur. Seulement 6 points pris loin du stade Charles Maton. Seulement un succès à l'extérieur et 2 petits bonus. Et bien Oyonnax va se rebeller et va mettre la main sur le ballon. Et il y a cette inspiration d'Ourda Pieta. Une passe au pied géniale pour Guillaume Boussès qui n'est pas maladroit et qui passe la ligne. Oyonnax revient mais ne tient toujours pas de point de bonus défensif avec cet essai. Mais Oyonnax est mené 19-10. Oyonnax est relancé. Il reste un quart d'heure à jouer au stade Amédée Domenech qui est à distance. Eh bien on sait que Perpignan est en souffrance. Alors les joueurs d'Oyonnax accélèrent. Il y a cette inversion de Cibré pour Ourda Pieta. Il y a cette longue passe avec le rebond pour Jonathan Bousquet. Le voilà, l'essai qui libère et qui sauve Oyonnax en top 14. Oyonnax qui arrache un point de bonus défensif à 7 minutes seulement de la fin de cette partie. Un essai de Jonathan Bousquet en coin, transformé par Ourda Pieta. Et derrière, eh bien, c'est l'explosion de joie sur le terrain avec quelques supporters et surtout dans le vestiaire. Apprécier l'ovation après les larmes de joie. Et un soulagement pour Florian Denos et Thibaut Lassalle au micro de François Plisson. Là c'est énorme. On s'était tenu un peu au courant du résultat de Perpignan-Bayonne et quand on avait je crois 17 ou 19 points d'écart, on s'est dit putain qu'est-ce qu'on fout quoi, sans déconner, on a joué le match du maintien et là on fait n'importe quoi. Heureusement on a eu ces 20 dernières minutes qui nous ont sauvé la saison quoi, parce que sinon on passait au travers, on était en deuxième division. Voilà, c'est l'image du groupe, on lâche pas. Même si on est dans la difficulté, on essaye quand même de sortir la tête de l'eau et c'est ce qu'on a su faire durant les 20 dernières minutes pour pouvoir se sauver. Ce match, cette fin de match, c'était compliqué. Vraiment, honnêtement, on n'a vraiment pas fait le match qu'on voulait faire. On est vraiment passé à côté. Bon, heureusement, on a eu les vertus nécessaires pour aller chercher ce point de bonus défensif. Voilà. On est très heureux ce soir et bon, c'est une belle fin de saison, une belle histoire. Je crois qu'on a lutté toute la saison pour ce maintien. Là, on est très très heureux ce soir.